Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien bonjour chers auditeurs, quand une entreprise vacille, tout ne se voit pas tout de suite. Les chiffres se tordent, les décisions se figent et parfois le droit arrive trop tard, en tout cas le conseil. Au moment où l'activité est déjà à bout de souffle. Et pourtant, il existe des outils, des procédures, des acteurs qui peuvent être sollicités, souvent mal compris. L'expert judiciaire, le syndic des entreprises en difficulté et les mécanismes de sauvegarde ou de redressement prévus par la loi. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous avez des questions, des témoignages, des avis, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Mohamed Sougani, qui est expert comptable, qui est commissaire aux comptes, et nous nous intéressons ce matin au rôle du syndic, de l'expertise judiciaire, dans le cas où les entreprises sont en difficulté. Alors, quand on franchit la porte du tribunal, on disait on ne sait pas dans quel état on peut en ressortir, Mohamed Sougani. Oui, et il s'agit souvent, entre guillemets, de prévenir. Est-ce qu'il y a une médecine en la matière? Est-ce qu'il y a des interventions de ceux qui ont cette double, triple ou quadruple casquette, entre guillemets, dans les expertises, en tant que syndic et en tant qu'expert comptable, pour, le cas échéant, être, disons, utile à ceux qui pourraient être dans ces difficultés dans leur début en tant que chef d'entreprise, Mohamed Sougani? Bonjour, c'est Badr. Bonjour à vos auditeurs et merci pour l'invitation. Donc, comme on dit, l'adage, prévenir mieux que guérir. Donc, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, les entreprises qui disposent d'un commissaire aux comptes, il y a ce qu'on appelle la procédure d'alerte. Comme on avait dit à chaque fois, les sociétés anonymes, les SARL d'un certain niveau, mais rien n'empêche les autres sociétés d'avoir un commissaire aux comptes, même s'ils ne sont pas assujettis au commissariat aux comptes. Oui, mais toutes les économies qu'il est possible de faire, on les fait. Non, mais sans aucun doute, absolument. Oui. Mais quand ce n'est pas obligatoire... Oui, c'est un peu difficile de la mettre en place. Et quand on est en difficulté, c'est encore plus difficile que d'envisager des dépenses. Oui, mais il vaut mieux aller chez le médecin quand on est en bonne santé qu'après, c'est pour faire pour une métaphore. Mais en Chine, on paye le médecin quand on est en bonne santé, le médecin traditionnel, et quand on est malade, c'est à ce moment-là qu'on ne le paye pas, parce qu'il a failli. Absolument. Donc la procédure d'alerte, juste pour dire 2 mots sur cette procédure-là, oui. C'est que vous avez quand même un acteur privilégié de l'entreprise qui est le commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, c'est d'abord quelqu'un qui est nommé par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Donc, elle est au-dessus du top management, c'est-à-dire du conseil d'administration, du gérant donné SARL. Donc, lui, dès qu'il voit, ou le contacte, ou il apprend, parce que finalement, en plus, sa mission est permanente. Il peut intervenir quand il veut. C'est vrai qu'on voit de temps en temps des commissaires aux comptes intervenir plus après la clôture des comptes pour faire un rapport, mais parce qu'on aime bien être diplomate, on n'aime pas heurter les sensibilités. Oui, mais il y a une responsabilité. Oui, il y a une responsabilité qui est derrière aussi. Absolument. Il y a une responsabilité parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a 3 types de responsabilités, des commissaires aux comptes, des experts comptables et des autres acteurs judiciaires, tels que responsabilité disciplinaire, parce qu'il peut avoir des sanctions du côté de l'ordre des experts comptables. Et il faut avoir aussi des sanctions civiles, parce que finalement, il y a des gens qui poursuivent des gens pour des dommages et intérêts qu'ils ont créés, et ça existe aujourd'hui. Ah oui, c'est-à-dire l'entreprise est en difficulté, la personne n'a pas alerté en amont, et on peut... la mettre face à ses responsabilités judiciairement. Actuellement, il y a des dossiers au tribunal de commerce de Casablanca. On poursuit malheureusement certains commissaires aux comptes parce qu'ils ont fait que des rapports où il n'y avait pas favorable, où il n'y avait pas de réserve, où il n'y avait pas de refus de certification. Et on est en train de dire que si la société est arrivée à ce stade-là, c'est que le commissaire aux comptes n'a pas fait son travail. Absolument, n'a pas. Oui, mais c'est quand même paradoxal parce que pile je perds et face je perds quand même. Parce que si j'alerte, je me fâche aussi avec les personnes qui m'ont missionné. Si je n'alerte pas, c'est le tribunal et ces personnes-là me mettent face à mes... Mais vaut mieux se fâcher avec les personnes qui vous ont aidé. Au moins, absolument, absolument, c'est plus intéressant parce que l'indépendance du commissaire aux comptes, ça fait partie aussi des normes de travail. Et il est indépendant par rapport aux personnes qui l'ont désigné, etc. Et puis ensuite, il a la possibilité, puisqu'on en parle de la prévention, d'abord, quand il y a des faits, comme on dit dans le jargon des experts comptables, des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise, il peut alerter d'abord le président du conseil d'administration. S'il
s'il ne reçoit pas de réponse ou une réponse qui n'est pas satisfaisante. Alors, alerter, oralement, par écrit, comment ça se passe? Par écrit, obligatoirement. Absolument Oui. par écrit. Vous savez, Oui. vous pouvez toujours les extraits qui restent. Oui, les paroles s'évaporent. Bon, plus difficilement lorsqu'on est filmé, Mohamed Sougani. À cette réserve près. Non, mais Oui. ce qui est important, c'est que quand même, il faut qu'il fasse son travail. En France, moi, je reçois de temps en temps des statistiques des commissaires aux comptes, Oui. parce que je suis inscrit à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à Paris. Ben, il y a des fois, ils disent qu'il y a certains commissaires aux comptes, malheureusement, qui sont poursuivis parce qu'ils n'ont pas déclenché la procédure d'alerte, alors qu'ils avaient des informations pour la faire, etc. Et comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas une réponse satisfaisante du président du conseil d'administration, on peut demander au conseil de se réunir, on peut y aller au-delà, demander à l'Assemblée générale et présenter votre rapport. Oui. Et si jamais encore ça, vous pouvez saisir le président du tribunal de commerce. Donc ça, Oui. non mais parce que alerter et procédure d'alerte, ce sont deux choses différentes. Non, mais c'est ce ça. que j'entends, c'est la procédure d'alerte. C'est ça, Mohamed absolument, Sougani. absolument. Alerter pour prévenir, pour que l'entreprise ne soit pas en difficulté. Avant qu'il arrive. Parce que le problème aujourd'hui des entreprises en difficulté, c'est qu'on n'anticipe pas. C'est qu'il n'y a pas le problème d'anticipation. Oui, Vous savez, les gens, parfois, ils ont peur d'aller au tribunal. Ils disent non, je ne vais pas aider, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais qui veut y aller, Mohamed Sougani? Oui, Personne. mais vous savez, si c'était... Mais on imagine difficilement, même quand on est chef d'entreprise, que ça peut être intéressant pour soi-même lorsque on a déjà quelques difficultés face à des créanciers, des fournisseurs, que sais-je encore. De toutes les manières, on peut y aller au tribunal, même quand on est personne morale ou personne physique. Oui. Il y a des entreprises qui sont sous forme de personnes physiques. L'avantage de ces procédures, c'est de protéger l'entreprise pour qu'il puisse continuer. Parce que finalement, quand on est dans une procédure de sauvegarde, par exemple, on a les dettes qui sont étalées sur 5 ans. Quand on est dans une procédure de redressement judiciaire, donc les délais, c'est de 10 ans, c'est quand même important. Parce que, sinon... Mais il ne faut pas non plus avoir l'idée d'aller dans ces procédures uniquement pour ne pas payer les créanciers. Parce qu'il faut être de bonne foi. C'est très important, la bonne foi. Parce que on voudrait un chef d'entreprise qui a envie plutôt de s'en sortir. Et ça existe. Ça existe. Oui. Comme ça existe aussi d'autres qui, malheureusement... J'espère que ça existe pas comme les poissons volants. J'en ai pas vu encore. Hein. Qui, comme chacun sait, ne constitue pas la majorité de l'espèce. Mais vous voyez, mais on parle que de ça. Hein. Vous savez, on parle toujours des trains on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Hein. Absolument. Hein, quand on a 98% de trains qui arrivent à l'heure, les 2% on parle que de ça. C'est pour ça que c'est dans certaines profession, il y a une surreprésentation d'esprit jacquard, parce que c'est dans leur métier même que de relever les trains qui n'arrivent que pas à l'heure, entre guillemets, Mohamed Sougani. Alors, on essaie d'être attentif aux horaires. Alors, dans notre émission, on va parler du rôle du syndic, de l'expertise judiciaire, du conseil en amont, et on évoquait effectivement le rôle du commissaire aux comptes, mais spécifiquement dans ces entreprises qui ont déjà un seuil, et effectivement qui ont déjà mais je rappelle que toute entreprise peut nommer, même quand il n'est pas dans les... Et c'est dans son intérêt. Dans son intérêt, mais elle le voit difficilement. Et l'intérêt de ses actionnaires ou de ses associés. Elle le voit parfois difficilement. Mais vous voyez, moi je vois au niveau du tribunal de commerce parfois des problèmes entre associés. C'est toujours intéressant quand on avait un commissaire aux comptes qui puisse faire des rapports. Et puis ça peut éviter énormément de choses. Parce que malheureusement au niveau du tribunal de commerce, on voit pas mal de problèmes. Si l'expert aux comptes et commissaire aux comptes est aussi médiateur. Donc, parce que, non, mais il ne peut pas être expert comptable et commissaire aux comptes de la même entreprise. Hein. Oui. Parce qu'il y a un problème d'incompatibilité. Mais j'entends en tant que compétence, pas en tant que mission, Mohamed Sougani. Oui, la médiation devait être à tous les prix. Parce que je vais vous dire, avant l'article 63 du Code de procédure civile, c'est un article pour la convocation des parties dans le cadre d'expertise judiciaire, cet article-là, c'était avant de faire l'expertise, trouver un arrangement entre les parties. L'article, il dit exactement, en arabe, « Ijad muhawalat sulh bayna al-atraf » avant de faire son travail. Mais ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à régler des problèmes de cette nature-là, ça évite énormément de choses. Vous savez, même au niveau des tribunaux, il y a énormément de dossiers dans ce sens-là. Hein, Absolument. Alors, pour nous, c'est très simple. Quand on est à l'heure, on évite les retards. C'est aussi simple que cela. Il est 10h18, on va profiter de la respiration musicale. Et j'enjoins ceux qui veulent témoigner, poser des questions par rapport à nos thématiques du jour ou partager des avis. Nous resterons joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80.
Et nous sommes ce matin avec notre invité Mohamed Zougani. Nous parlons du rôle de syndic, le syndic judiciaire, le rôle aussi de l'expert judiciaire. Et effectivement, on évoquait la responsabilité du commissaire aux comptes dans ses missions d'alerte, entre guillemets. Mais il n'y a pas que des entreprises qui sollicitent un commissaire aux comptes et qui peuvent être alertées ou conseillées en amont. Parce que l'alerte, c'est par écrit, mais en même temps, on imagine qu'il y a ce type d'échange et où il y a effectivement cette fenêtre ou cette possibilité de conseiller le chef d'entreprise par rapport aux avantages qu'il aurait à bénéficier de certaines des procédures qu'on a évoquées, la procédure de sauvegarde. Ceux qui nous écoutent, quand on parle de procédure de sauvegarde, c'est pas si ancré dans la culture du pays, puisque effectivement ce sont des procédures qui ne sont pas si anciennes, Mohamed Zougani. Bien sûr, la procédure de sauvegarde au Maroc, je crois qu'elle a été instaurée depuis 2018. Voilà. Je sais qu'en France, c'était depuis 2006. Depuis 2006, il y avait la procédure de sauvegarde. L'avantage qu'il y a dans cette procédure par rapport à la procédure de redressement judiciaire, c'est que la procédure de sauvegarde, l'entreprise n'est pas en cessation de paiement. Très important. Oui. La cessation de paiement, c'est très important. La cessation de paiement... Oui, parce que c'est un chiffon rouge. Absolument, entre la sauvegarde et le redressement. Voilà. Donc, si on est... quand il n'y a pas de cessation de paiement, on peut éventuellement demander une procédure de sauvegarde. Et si on est en situation de cessation de paiement, on peut demander le redressement judiciaire. Oui. Et la cessation de paiement, si on veut donner une définition comptable, on doit payer et ça n'y arrive pas. Ça veut dire que l'actif disponible ne peut pas faire face au passif exigible. C'est-à-dire, à la fin du mois, on ne peut pas payer sa TVA, on ne peut pas payer ses salariés, on ne peut pas payer la CNSS, etc. Ça, c'est la cessation de paiement. Par contre, la non-cessation de paiement, ça veut dire que l'entreprise, il a des difficultés. Certes, où elle les voit venir. Absolument. Et puis ensuite, il y a même des possibilités pour les entreprises, sans même passer par ces procédés, aller voir le président du tribunal de commerce pour désigner un conciliateur. On n'est même pas dans les deux procédures, on désigne un conciliateur, une forme de médiation, et c'est le conciliateur, juste pour faire la distinction entre médiateur et conciliateur, c'est que le conciliateur, il concilie, propose des solutions de part et d'autre. Alors que le médiateur, c'est un facilitateur. Ça veut dire que c'est la solution des parties. Donc ça se termine par une transaction. Moi, j'étais nommé conciliateur par le président du tribunal de commerce pour des entreprises qui avaient certaines difficultés. Oui. Donc, je fais des réunions avec eux, bien sûr. Alors, c'est quelque chose qui est suggéré par le juge ou c'est quelque chose... Le président du tribunal de commerce. Oui, par le président du tribunal de commerce. C'est quelque chose qui est demandé à l'initiative du chef d'entreprise qui imagine... Absolument, à travers son avocat, il peut éventuellement faire sa demande au président du tribunal de commerce qui nomme un conciliateur pour éventuellement aplanir les difficultés. Et ça, c'est généralement, difficultés, c'est surtout des créances bancaires, des créances de leasing, etc., etc. Moi, le cas que j'avais, donc les gens, ils avaient quand même importé une machine à 5 millions de dirhams. Oui. Il y avait des difficultés parce qu'ils sont passés par la période Covid, donc ils ne pouvaient pas quand même payer les échéances, etc. Ils avaient des voitures pour travailler dans l'intérieur de l'entreprise, on n'allait pas quand même saisir leur voiture parce qu'ils n'ont pas payé les échéances. Sinon, on va arrêter l'entreprise une fois pour toutes. Donc, on a trouvé des propositions. Oui. Même pas dans la procédure de sauvegarde. Non, on n'est pas encore là. La conciliation. Absolument, on n'est pas encore ni dans la sauvegarde, ni dans le redressement. Ça veut dire qu'on demande... au président qui nomme un expert ad hoc, etc. On lui écrit une lettre, comment ça se passe? Ça se passe par l'entreprise fait un courrier à travers son avocat, de préférence, parce que tous les écrits au tribunal de commerce se font par tous les correspondances se font par écrit, de préférence à travers son avocat, parce qu'il saura quand même quoi dire, les textes, etc. Parce que le chef d'entreprise, il faut bien quand même qu'il soit conseillé dans ses procédures par son avocat ou par un des avocats. Et à partir de là, le président nomme un conciliateur qui aplanit les difficultés de part et d'autre et fait des propositions. Et les propositions, quand ils sont faites, ils peuvent éventuellement être entérinées par le président du tribunal de commerce. Oui. Et l'entreprise peut continuer, peut éventuellement dépasser cette difficulté. Alors, dans l'exemple qu'on vient d'entendre, Mohamed Zougani, alors c'était par rapport à des difficultés de rembourser des crédits qui permettaient, entre guillemets, le paiement... des échéances, effectivement, par rapport à l'acquisition de biens d'équipement. Absolument, de biens d'équipement. Alors, il fallait... la conciliation aboutit au fait qu'il s'agissait simplement de décaler le paiement. Non, mais
il y a un décalage de paiement de l'entreprise, il y a un différé de paiement de l'entreprise, un différé de paiement. Et puis, il y a des fois aussi des banques qui font font aussi des efforts aussi sur les intérêts, etc. Parce que, vous savez, qu'il y a des différés de paiement, il y a des intérêts de retard, il y a un certain nombre de choses. Oui. Donc, de part et d'autre, il y a quand même... Ce qui est important, c'est que la banque soit quand même remboursée de son crédit et que l'entreprise continue. Parce que sinon... si l'entreprise ne paye pas ses crédits, on peut venir saisir ce matériel, aller le vendre, etc. Et puis finalement, ça empêche complètement l'entreprise. Mais est-ce que ça coûte cher, entre guillemets, de demander à ce qu'on nomme un conciliateur au non, tribunal? Pas du tout. Non, mais de toutes les manières, c'est le président du tribunal qui détermine les honoraires du conciliateur. Oui, et ils sont assumés par... L'une des parties, et généralement la partie qui a demandé la conciliation. Donc, il fait une consignation au niveau du tribunal de commerce pour la nomination du conciliateur. En tout cas, dans le cas... Et puis l'avantage de ça, c'est que c'est limité dans le temps. C'est un délai de 3 mois. La limite, mais les honoraires du conciliateur sont ils sont mieux que ceux de l'expert. Non, mais ils sont moins élevés que les échéances. Ça, c'est mais il n'y a pas de comparatif. Mais c'est important. C'est important parce que c'est la réticence principale. Alors, on parlait du différé, effectivement. Les différés, c'est l'autre nom des retards et on va essayer de les éviter. Comme René va nous rejoindre à l'instant même, on va lui céder la parole puisqu'il va nous présenter les actualités en langue française. Et nous restons bien entendu joignables jusqu'à midi. Si vous avez des questions ou des avis, nous resterons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin, qu'on consacre à l'expertise judiciaire dans le cas où l'entreprise peut être en difficulté. Effectivement, les difficultés ne sont pas équivalentes les unes aux autres, Mohamed Sougani. Alors, il y a la première étape qu'on a évoquée en début d'émission, à l'initiative du chef d'entreprise. On peut désigner un conciliateur qui joue entre guillemets le rôle du médiateur entre possiblement des créanciers et l'entreprise lorsqu'il y a des arguments entre guillemets qui sont audibles, qui peuvent être entendus, Mohamed Sougani. Comme je disais tout à l'heure, il faut bien faire la distinction entre médiateur et conciliateur. C'est important parce que médiateur aujourd'hui, je vais vous dire, moi j'ai sur un dossier récent d'une grande entreprise marocaine et d'un groupement d'entreprises françaises où il y avait un différend. Et sur leur contrat, il n'y avait pas de clause ni de médiation, ni d'arbitrage. Et donc, ces gens-là se sont mis d'accord, eux, de faire un compromis de médiation. Parce que quand on a la médiation qui est incluse dans le contrat, éventuellement, c'est qu'à la fin, si on voudrait faire une médiation en arbitrage, on peut mettre un compromis de médiation, un compromis d'arbitrage. Et donc, ces deux entreprises, on a démarré avec on était 2 médiateurs, au début parce qu'effectivement, les entreprises n'étaient pas sur place, donc on avait fait ça en visio, dans un premier temps. Ensuite, on les avait invités, parce que vous savez, dans les médiations, et ça, je l'ai fait dans le cadre de la Chambre de commerce française, parce qu'on a un centre de médiation de l'entreprise. Et de plus en plus d'entreprises nous sollicitent pour faire des médiations. Et c'est une bonne chose, parce que finalement, dans ce cas de figure, une entreprise internationale, une grande entreprise marocaine, et puis ensuite, on a démarré dans un premier contact. Ensuite, on a demandé à on est passé de la vision à une réunion plénière avec des... Ça a pris combien de temps? Ça a pris une vingtaine d'heures à peu près en tout. 21 heures. Ça a démarré, étalé, parce que la première fois, on avait fait 2 heures, ensuite on avait fait 3 heures, et la troisième fois, on a fait 8 heures. Et à la fin des 8 heures, on a fait quand même la transaction. On a intérêt au bout de 8 heures de signer quelque chose. Non, mais absolument. Donc, d'autant plus que les gens se sont déplacés de loin. Il y a même quelqu'un qui s'est déplacé de l'étranger, enfin, du groupement étranger, sans citer le nom de pays, etc. Donc, il s'est déplacé. Et au niveau un certain moment, ils veulent continuer à faire de la visio. Donc, moi, je les ai incités à qu'on fasse un truc en présentiel. Pourquoi ? Parce que la présentielle, il y a ce qu'on appelle en médiation les apartés. Ça veut dire que quand les choses coincent à un certain moment, et ça coince de temps en temps, vous pouvez prendre une partie à part, discuter avec cette partie-là. Tout ce qu'il vous dit aussi pendant cet aparté, vous le gardez pour vous, sauf si on vous dit que vous pouvez éventuellement le divulguer à l'autre partie. Mais il faut que le médiateur soit très équilibré. Il faut quand même qu'il prenne notre partie de la même manière. Parce que, vous savez, c'est difficile parce que d'autant plus que
suggérez pas de solution, mais vous êtes facilitateur pour pousser les gens à trouver une solution. Là, lorsqu'il y a un blocage entre deux parties, alors ça c'est la différence entre, on essaie de faire entendre la différence entre la conciliation et la médiation. Bon, la médiation c'est en dehors du cadre judiciaire. Absolument. C'est en dehors du cadre judiciaire, Absolument. c'est essentiellement la différence. Mais un conciliateur, entre guillemets, il y a deux parties. Bon, l'une doit payer l'autre et ne peut pas. L'autre doit effectivement être payé et essayer de trouver effectivement des solutions pour, in fine, effectivement récupérer ses sous, pour le dire assez trivialement. Et effectivement, le rôle du conciliateur, en ce sens, c'est de trouver la feuille de route. Absolument. Bah, C'est là, mais c'est seulement dans le cadre effectivement de la procédure judiciaire, parce que ou dans le cadre de la sollicitation à tout le moins du président de la Chambre de commerce. Du tribunal de commerce. Du tribunal de commerce. Absolument. Oui, du tribunal de commerce. Donc, Oui. ça c'est que, en plus, vous avez un rapport à faire au président du tribunal de commerce. À la suite, oui. Contrairement à la médiation. Vous n'avez rien à faire. Sauf que la médiation, quand vous l'avez terminée, vous avez une transaction que vous pouvez, avec une exéquature, et ça devient un jugement. Vous pouvez l'exéquaturer au tribunal, et c'est pratiquement un jugement que les parties s'y tiennent par rapport à ce qui a été fait. Ce qui est à moi très, très, très important. Oui. La conciliation, vous êtes nommé par le président du tribunal de commerce, oui. de commerce, et à partir de là, donc, vous devez faire un rapport pour le président du tribunal. Et si vous avez des difficultés, vous revenez au président du tribunal de commerce. Mais c'est important parce que, remarquez, aujourd'hui, le 9 décembre dernier, Sa Majesté, il a dit que le 9 décembre, ça serait la journée nationale de la médiation. Oui. Donc vous voyez quand même que la médiation commence à prendre. Il faut quand même que cette culture de médiation prend... Oui. Les gens n'ont pas, parce que finalement, quand on voit les gens, quand ils signent une transaction, ils continuent à travailler ensemble. Ils ne se fâchent pas, ils continuent à travailler, ils continuent à se parler. C'est très, très, très important. Mais quand vous sortez avec un jugement du tribunal, c'est rare que les gens continuent à parler ensemble. Là, c'est ce qui est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. Mais il faut quand même que cette culture de médiation, il faut que dans les contrats qu'on fait, que les gens puissent éventuellement anticiper en mettant je fais une médiation cas, et ça serait bien s'ils le font sur le centre de médiation de l'entreprise, la Chambre de commerce française, parce qu'on le fait depuis un certain temps. Oui. Alors, la conciliation, on y songe lorsque, effectivement, l'entreprise peut éprouver certaines difficultés à honorer ses dettes, pour citer le cas majoritaire. Dans le cas des médiations, il y a deux parties. Il n'y a pas nécessairement d'entreprise en difficulté. Alors, la conciliation, on peut y songer. Effectivement, la confidentialité est censée être préservée. Ah, est censée. Ah oui, parce que est préservée. Mais... J'ai dit censée parce que lorsqu'on franchit la porte du tribunal, bon, certains dans ces métiers, oui. Non, mais absolument. Mais de toutes les manières, moi, dans la médiation que je viens d'en parler, il y avait quand même, chacune des parties, elle avait le droit d'avoir son avocat. Il y avait une partie, leur avocat était avec eux, qui est un peu important pour les conseiller, pour un certain nombre de choses, etc. etc. Donc, l'avantage de la médiation, ça veut dire qu'il n'y a que les médiateurs, les parties, et à la limite leurs avocats, qui sont tout courant. En plus, si la médiation ne réussit pas, les gens s'engagent à ne pas utiliser les arguments de la médiation pour aller au tribunal, ce qui est quand même très important. Et là, c'est des choses qui sont consignées à l'avance avant de démarrer la médiation. On ne vient pas chercher des informations pour aller au tribunal par la suite, les glaner, etc. Non, mais si on se sent prémuni, c'est qu'on se dit il n'y a pas que des personnes bien intentionnées. Mais Mohamed Zougani, sur... faut être optimiste. Oui. Oui, bon, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Bon, mais l'optimisme raisonné. Absolument. Donc, Mohamed Zougani... il y a la conciliation, ensuite il y a la procédure de sauvegarde, ensuite il y a la procédure de redressement dans la gradation entre guillemets. Et puis il y a la liquidation malheureusement qui arrive. On y viendra. Mais quand il s'agira d'entamer entre guillemets la dernière demi-heure d'émission. Mais on va y aller entre guillemets par étapes, puisque la conciliation c'est une première étape, ou en tout cas c'est une possibilité. La procédure de sauvegarde, Mohamed Zougani, c'est également une possibilité lorsqu'on n'est pas en cessation de paiement. Absolument. Mais quels sont les avantages? Qu'est-ce qui peut y pousser? Qu'est-ce qui peut, entre guillemets, pousser un chef d'entreprise d'envisager sérieusement cette procédure de sauvegarde, Mohamed Zougani? Donc cette procédure de sauvegarde, si l'entreprise, le chef d'entreprise, le représentant légal de la société, comme on dit, estime que sa société n'est pas en cessation de paiement. Parce que ça, c'est vraiment la condition pour éventuellement bénéficier d'une procédure de sauvegarde. Ça veut dire que
je continue à payer mes fournisseurs, mes salariés, ma TVA, mais j'ai des difficultés à planir. Donc, je demande éventuellement à bénéficier de cette procédure. Et l'avantage qu'il y a de cette procédure, c'est que le chef d'entreprise reste toujours, j'allais dire, moi, le commandant à bord. Hein. Ce n'est pas le syndic qui gère quoi que ce soit. Le syndic, il fait des rapports pour le tribunal et travaille avec le chef d'entreprise. Alors, dans la procédure de sauvegarde, on nomme un syndic. Aussi bien de sauvegarde que de redressement. Et malheureusement, même en liquidation. Vous voyez, le syndic, il est partout. Ah, oui. Le syndic judiciaire. C'est pas le syndic des immeubles. Hein. Non, il n'y a pas de juge. Non, mais il y a certains qui font cette confusion. Pas des juges, j'espère. non, d'autres. Ah oui. Alors, oui, mais la procédure de sauvegarde, alors l'entreprise n'est pas encore en cessation de paiement, mais elle voit venir des difficultés, où elle voit que la situation se dégrade petit à petit, Mohamed Tougani. Mais quel est l'intérêt, entre guillemets, du chef d'entreprise que de se dire je vais engager une procédure judiciaire, aller au tribunal de commerce parce que ça va me bénéficier pour telle ou telle raison Non, mais d'abord, la première des choses, c'est la bonne foi. Ça veut dire que le chef d'entreprise voudrait réussir son entreprise. Ça, c'est le plus important. Si on part au tribunal en disant je ne veux pas payer les créanciers, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a aussi le revers de la médaille. Vous savez que si jamais par la suite, on estime que vous avez fait des fautes de gestion, des erreurs de gestion, il y a l'article 740 qui est dit, on peut faire l'extension de la procédure vers les dirigeants. Oui, ça veut dire aller voir du côté de leur patrimoine. Absolument, ça veut dire. Mais absolument, ça veut dire que quand... L'article 740, on peut éventuellement, si vous voulez... Parce que je vois que certains invités viennent munis. Non, mais pas une armée, mais uniquement pour des raisons mnémotechniques. Hein. C'est d'essayer de dire, il y a certaines choses, parce qu'on n'apprend pas quand même ni le code civil, ni le code de commerce, mais on essaie quand même, à chaque fois qu'il y a des particularités, on essaie de regarder les textes. Et je crois quand même, vous voyez, ça c'est l'article. Vous allez me permettre de faire un peu de lecture, hein, si ça ne vous dérange pas. Donc, cet article 740, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une société, vous voyez, on ne parle pas de la sauvegarde ici, on parle du redressement ou de liquidation. Donc, on ne parle pas de sauvegarde ici. Le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation à l'égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits. C'est après. Donc il y a 7, on ne va pas quand même les citer, c'est pas la peine. Donc avoir disposé de biens de la société comme les biens propres, sous le couvert de la société masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, avoir fait des biens de la société des besoins personnels, avoir des actes de commerce dans un intérêt personnel. Absolument. Vous savez, je vais demander un crédit à titre personnel et je donne comme caution là en entreprise. Ça veut dire que, j'espère que le banquier ne l'accepte pas, mais si jamais il est accepté, on ne peut pas quand même utiliser les biens. Il y a des engins dans l'entreprise, etc., qu'on utilise parce qu'on fait de la construction à côté, et ça n'a rien à voir avec la nature de l'activité de l'entreprise. Avoir tenu une comptabilité fictive, ça existe malheureusement, hein. Fictive. Oui. Mais là, il y a des co-responsabilités, Mohamed Tougani. C'est possible. Vous savez, c'est même très... Oui, si c'est le comptable, si c'est l'expert comptable, commissaire aux comptes, mais à condition, vous savez, il faut d'abord prouver la faute. C'est très important parce que, la preuve de la faute, le lien de la faute et celui qui a commis la faute pour essayer de dire quand même il y a une responsabilité. Et avoir détourné ou dissimulé toute autre partie de l'actif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Frauduleusement, vous savez qu'une entreprise, une société ne peut pas avoir, par exemple, un compte courant débiteur. Un compte courant débiteur, ça veut dire que le chef d'entreprise, il a pris de l'argent qui ne lui appartient pas. Donc, c'est même un abus de bien social. Vous savez que la différence qu'on a par rapport, le commissaire aux comptes en France, dans son travail, quand il détecte des faits de cette nature, il écrit directement au procureur de la République. C'est ce qu'on appelle des faits de nature, éventuellement ce qu'on appelle des faits délictueux. Et ça, c'est un devoir, même c'est une obligation de révélation. Oui. Ça veut dire il y a des seuils ou pardon ? Il y a des seuils. Non, il n'y a pas de seuil. Ça veut dire c'est l'estime, c'est le commissaire aux comptes estime, mais finalement lui, il ne qualifie pas l'infraction comme dit abus de confiance, etc. Il reprend les éléments de l'infraction. Oui, mais, vous savez que dans. Ma question c'était parce qu'il y a entre guillemets un volume de la fuite. Le débit, quand on mesure le débit en physique. Ça dépend effectivement de l'intensité. Mais l'impact.
Oui, de l'impact. Si effectivement l'impact conduit à ce qu'il y ait un préjudice, c'est une chose, mais ça dépend de l'ampleur aussi. Mais bien sûr, parce que vous savez que la personne, la société est une personne morale, différente des personnes physiques. Donc il faut bien que les gens... Il y a des gens malheureusement qui confondent l'entreprise et leur poche personnelle. Hein, c'est même par définition, la tentation de toute nature. Oui, mais il faut faire la tentation, il faut voir aussi les conséquences. Hein. Oui, c'est par principe. Oui. Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand même, il faut être conseillé, c'est ça le plus important. Dans certaines cultures, il y avait même des confesseurs qui se chargeaient de les recueillir. Bon. Non, mais... Des confidences sur les tentations, j'entends moi. Oui, mais la tentation n'a pas un délit. Il faut quand même que la personne passe quand même à l'acte. Ça, c'est très important. L'intention n'est pas toujours suffisante. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien que les chefs d'entreprise soient d'abord... conseillés par des experts comptables, conseillés par des commissaires aux comptes, plutôt l'expert comptable. Vous savez, dans certaines entreprises, la première des choses quand on arrive, surtout chez les anglo-saxons, ils prennent leur avocat, ils prennent leur expert comptable. Moi, j'avais une expertise sur un problème, un contentieux fiscal. Vous savez, et c'était une multinationale américaine. Et vous savez, quand le directeur financier vient vous voir, il vous dit, non, c'est pas moi. Il y a le tax manager. Vous savez, quelqu'un qui s'est spécialisé, il ne vous répond même pas. Il dit, moi, je suis directeur financier. On a un tax manager qui s'occupe de ça. Donc, quand vous avez quand même... Mais bien sûr, ça, c'est dans des structures relativement importantes, pas dans une petite société. Ce que je veux dire par là, c'est que... Ou demander un avis, parce que quand on n'a pas quand même un avocat, demander un avis par rapport à un certain nombre de choses. Parce que les avis peuvent être importants, parce que si jamais ça arrive derrière, on les paye très cher. Enfin, on paye les choses très cher. Oui, parce que le tribunal de commerce, c'est pas le tribunal pénal. Ce sont deux choses assez distinctes. Mais par contre, pour l'expert malheureusement judiciaire ou le syndic, quand il y a une plainte qui est déposée contre l'expert judiciaire ou le syndic, il se retrouve devant le juge pénal. Ce qui est, à mon avis, ce qui est aberrant. Oui. Ça veut dire, moi, ce que je dis, c'est que quand on travaille pour le tribunal de commerce, vous savez, dans tous les tribunaux, commerce, civil, administratif, il y a le procureur du roi, et puis vous avez le procureur général pour chacune des tribunaux. Mais pourquoi pas, dans un souci de transparence et de rapidité, quand il y a quelqu'un qui est nommé par le tribunal de commerce, et quand il a commis des erreurs, l'expert peut commettre des erreurs, le syndic peut commettre des erreurs. Ça veut dire que les gens qui l'ont désigné, qui connaissent bien la matière, etc., ils sont là ils ont les éléments pour voir, apprécier s'il y a faute ou il n'y a pas faute. S'il y a faute, il pourrait y avoir des poursuites, etc. Et s'il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Aujourd'hui, je vous dis que beaucoup d'experts judiciaires souffrent. Je ne parle pas des honoraires. Ça, c'est un autre volet. Je vous assure qu'ils souffrent aujourd'hui du fait qu'ils se retrouvent devant un tribunal pénal pour lequel ils n'étaient pas ni désignés, etc. C'est l'autre différence aussi entre les médiations et les conciliations. Non, les médiations. Oui, bien sûr. Les médiations, les honoraires sont déterminés par les médiateurs. L'arbitrage, les honoraires sont déterminés par les arbitres. L'expertise judiciaire et le syndic par le tribunal. C'est quand même sensiblement différent. Très différent. Ah bah oui, absolument. C'est des effets de seuil ou d'échelle. Alors il est 10h52, on va profiter de la respiration musicale à nouveau. Et on se doit toujours à quelques rappels. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas parmi les auditeurs à nous contacter jusqu'à midi ou 05 22 95 36 70 ou 80, des questions, des avis ou des témoignages. Nous resterons joignables jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts, là où on avait laissé avec notre invité Mohamed Sougani, qui est expert comptable, qui est commissaire aux comptes, qui est expert judiciaire, qui est syndic, nommé en tant que syndic. Mais on va y venir aux missions du syndic, qui est nommé dans les procédures de sauvegarde, dans les procédures de redressement, également dans les procédures de liquidation. Mais avant de franchir toutes les étapes, restons un instant sur les procédures de sauvegarde. Juste une précision, vous avez des entreprises parfois qui sont en liquidation, et elles continuent à travailler. Par exemple, vous avez des jugements, pour le cas de la Samir. Oui. On a toujours une ordonnance qui est pour 3 mois. Donc, supposons qu'une entreprise, malheureusement, passe à la liquidation. Et vous avez des contrats en cours à honorer. Vous avez des commandes qui sont là. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain. Vous pouvez toujours demander au tribunal, la chambre de conseil, que, bien sûr, en justifiant qu'il y a encore... Donc, à ce moment-là, c'est le syndic qui est nommé qui continue quand même à gérer l'entreprise jusqu'à la fin de l'entreprise. Non, c'est terminé parce que quand... Non, mais le syndic, dans ces cas de figure, il doit gérer. Qu'est-ce qu'il gère L'entreprise, parce que le syndic devient le chef d'entreprise.
en matière de liquidation, le syndic se substitue Au chef au chef d'entreprise. Parce que Oui. Sans la rémunération qui va avec. il demande la rémunération au tribunal de commerce. Oui. C'est que le syndic, quel est son rôle essentiel? C'est liquider les actifs et payer le passif. Ça, c'est le principe du syndic. De base, oui. Bien sûr. Mais ce n'est pas lui qui vend. Il y a des évaluations qui se font par le tribunal, en nommant un certain nombre d'experts, etc. Des ventes aux enchères qui se font au tribunal de commerce. Et un compte qui est ouvert au tribunal de commerce au nom de cette entreprise, où tous les produits de la vente sont versés dans ce... Et Oui, ensuite, il y a des créanciers privilégiés pour être payés, etc. Des créanciers privilégiés. Mais donc, il faut connaître des syndics si on a un certain patrimoine. Parce que certains, effectivement, il y a des opportunités. Absolument. Absolument, des opportunités, parce qu'il faut se présenter aux ventes aux enchères. Donc, il faut être au courant, Mahmoud Sougani. C'est ça, il y a une information qui se fait au niveau du tribunal, des affichages qui se font. Enfin, il y a parfois aussi dans la presse de temps en temps des ventes qui se font. Oui, mais à condition d'avoir les capitaux. Absolument, parce que quand on paye cash. Ça, c'est important. Et de préférence avec un chèque certifié, parce que malheureusement... Par les temps qui courent. Absolument. Bon, j'entends bien. Mais restons un instant sur les procédures de sauvegarde, parce qu'on essaie de procéder, on le rappelle, par étapes. Alors, la conciliation, la procédure de... L'avantage qu'il y a dans la procédure de sauvegarde. Entre la sauvegarde et le redressement, c'est qu'on peut passer de la sauvegarde vers le redressement, mais pas l'inverse. Ça veut dire que quand on est en procédure de sauvegarde, ça veut dire qu'on a 5 ans pour payer ses dettes. Et en redressement, on a 10 ans. Donc, il y a certaines entreprises, quand ils n'arrivent pas malheureusement pendant la période de sauvegarde ou pendant cette période-là, ils passent en situation de cessation de paiement, ils peuvent toujours demander au tribunal de passer de la procédure de sauvegarde à la procédure de redressement, ce qui encore allonge la durée de règlement des créances. Donc c'est essentiellement par rapport au rallongement possible qui peut être décidé dans le cadre d'une procédure judiciaire. Moi, j'avais une entreprise, j'étais syndic d'une entreprise en sauvegarde. Et puis malheureusement, il y a le Covid qui est arrivé. Et le donneur d'ordre, il a suspendu la totalité de ses chantiers. Et cette entreprise faisait avec ce donneur d'ordre 80% de son chiffre d'affaires. Donc vous voyez, cette entreprise, il avait 500 salariés, dont 30 ingénieurs. Donc vous voyez comment le chef d'entreprise va continuer à payer l'exploitation, payer ses salariés, payer... Sans les rentrées qui vont avec. Il n'y a pas de rentrée. Donc on a essayé éventuellement de prolonger sa date de 2 années supplémentaires, etc. Donc le juge n'avait pas accepté parce que la loi ne le permet pas. Et donc on a demandé de passer de la sauvegarde au redressement, ce qui a été accepté par le tribunal. Est-ce que la société s'est redressée? Absolument, il continue toujours à travailler. Donc il n'y a pas que des redressements qui échouent? Non, il y a heureusement, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui veulent absolument redresser leur entreprise. Nous, on ne peut pas prolonger notre temps de parole, puisque 11h00, toujours Mohamed Baba est à l'heure pour nous présenter les actualités. On va se retrouver bien entendu après les informations et ceux qui ont des prises de parole à faire entendre, des avis, des questions, des témoignages. Je le rappelle toujours, nous resterons joignables au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec un expert comptable, expert judiciaire, nous sommes avec un syndic et commissaire au compte. Bon, c'est vrai que c'est la meilleure des casquettes, pour le meilleur pour la fin, toujours, Mohamed Sougani. Mais on parle effectivement des procédures de sauvegarde. On peut passer de la sauvegarde au redressement judiciaire et pas l'inverse. Absolument. Mais en ce qui concerne la procédure de sauvegarde, je le dis, les personnes effectivement qui nous écoutent, en général, on se tient loin du malheur ou des tracas, y compris surtout lorsque on a créé une entreprise, que ça fonctionne, il y a des difficultés, on essaie entre guillemets de voir comment trouver des solutions soi-même. Quand il y a la possibilité de bénéficier positivement effectivement des procédures de sauvegarde et qu'on les envisage sérieusement. Quelle est l'architecture judiciaire? C'est-à-dire qui sont les parties prenantes? Quand on parle de syndic, le syndic c'est pas l'expert judiciaire qui est nommé. Comment ça se passe? La première des choses, c'est que vous avez quand même, je crois que c'est j'ai bonne mémoire, ça doit être l'article 577 du Code de commerce, qui détermine un petit peu comment la procédure, quels sont les documents à présenter pour aller demander une procédure de sauvegarde ou éventuellement une procédure de redressement judiciaire. Donc, dans cet article 577,
Ça va, j'ai encore de la mémoire. Hein. Qu'est-ce qu'on dit dans cet article? Malgré l'âge ou... Non, mais malgré le tribunal. Oui. Malgré la matière. Donc, vous savez, dans l'article 577, on nous dit le chef de l'entreprise dépose sa demande au greffe ou au tribunal. Sa demande énonce les causes de la cessation de paiement. C'est un redressement judiciaire. La demande devait accompagner des états de synthèse du dernier exercice comptable, visé par le commissaire aux comptes s'il existe, l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers de la société, la liste des débiteurs et créanciers, le tableau des charges, la liste des salariés ou le représentant s'il existe, les syndicats, etc., représentant du personnel, le bilan de l'entreprise pendant le dernier trimestre, et tous les documents présentés doivent être datés, visés par le chef de l'entreprise. Donc, vous voyez, et ça se fait à travers un avocat quand même. Donc, on dépose cette demande au greffe du tribunal de commerce. Généralement, ça ne prend pas beaucoup de temps pour être étudié le dossier. Hein. C'est-à-dire ça peut prendre une dizaine de jours, parfois même moins. Donc, et le dossier est traité par la chambre de conseil. Ghurfat al-Mashura. Ça veut dire la chambre de conseil, il y a 3 juges, il y a le représentant aussi du procureur, etc. Donc, le chef d'entreprise, il est préférable qu'il soit accompagné de son avocat pour tout ce qui est procédure, etc., parce qu'on risque de lui poser des questions, et on lui demande pourquoi il demande la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Quels sont les justificatifs, etc. Et le tribunal pose un certain nombre de questions. Juste pour faire un parallèle, les tribunaux de commerce en France sont des tribunaux consulaires. Vous avez des magistrats professionnels, vous avez des chefs d'entreprise. C'est intéressant. Ici, on n'a que des magistrats professionnels. Donc, il pose un certain nombre de questions. Il demande aussi l'avis du procureur pour qu'il dise un peu ce qu'il pense de la société. Et à partir de là, donc le tribunal il délibère. Et c'est à partir de là que le tribunal nomme, d'abord si on demande la sauvegarde, s'il estime que la société peut bénéficier de la sauvegarde. Mais il y a beaucoup de refus de demande, hein, ce n'est pas systématique. Ou éventuellement la société est en cessation de paiement, donc il doit bénéficier d'un jugement de redressement judiciaire. Et à partir de là, ou même... Malheureusement, à la limite, la société ne peut plus vivre et part à la liquidation. Et dans les 3 cas d'espèce, on nomme un juge commissaire et un syndic. C'est la chambre de commissaire. Un juge commissaire, Qadi al-Muntadab. Donc, c'est lui qui suit la procédure. Et un syndic. Et donc, si on est dans le cas du redressement ou de sauvegarde, on donne 4 mois au syndic pour préparer un rapport au tribunal. Dans ce rapport, bien sûr, il doit quand même, parce que le jugement est publié au bulletin officiel, et donc les gens, ou le syndic doit écrire aux gens pour dire que telle entreprise étant, déclarez vos créances. Oui. Et donc les créances sont déclarées. Oui, y compris dans la procédure de sauvegarde. Absolument. Donc les créances sont déclarées. Oui. Bien sûr, elles sont présentées au chef d'entreprise parce que il y a beaucoup aussi de différents des créances des banques, ce qui est en comptabilité de l'entreprise, ce qui est demandé par la banque ou d'autres entreprises, etc. C'est ce qu'on appelle la procédure de vérification de créances. Donc le syndic, il doit faire éventuellement des propositions au juge commissaire. Si les gens sont d'accord, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, il y a une ordonnance du juge commissaire, etc., pour dire que telle entreprise, telle banque, voilà le montant de la créance. Il se peut qu'il y ait des désaccords. À ce moment-là, le syndic, bien sûr, écrit toujours après avoir écouté les parties. Oui, les désaccords sur les montants réclamés. Absolument, les montants qui sont réclamés. Non, ceux qui sont réclamés et qui sont dans la comptabilité de l'entreprise. Ah. Vous savez, il y a parfois des choses qui n'apparaissent pas. Absolument, ou des intérêts parfois qui sont au-delà de ce qui est prévu dans les contrats, etc. Et donc le chef d'entreprise, il demande 5 dans la déclaration, le chef d'entreprise il dit non, c'est 3. Et à partir de là, il y a la procédure de vérification de créance. Ah. À ce moment-là, quand il y a un problème, ce que peut faire le juge commissaire, il nomme un expert pour délimiter le montant de la créance, pour arrêter le montant de la créance. Et donc on rentre, tout en étant dans le redressement, dans le sauvegarde, on rentre dans une procédure d'expertise judiciaire. Donc vous voyez le lien entre l'expert judiciaire et le syndic. L'expert judiciaire doit convoquer les parties, et parfois même convoquer même le syndic, mais le syndic à titre accessoire, parce que ce n'est pas lui qui a la comptabilité de ça, c'est plutôt le chef d'entreprise dans ce cas-là. Et donc lui, il détermine le montant de la créance et il présente son rapport au juge commissaire sur la base du rapport, des discussions qui se font après, etc., pour délimiter le montant de la créance. Oui, toujours et quand on est... Absolument. Et quand pendant les 4 mois.
Pardon? Pendant les Non, 4 non. mois. Lui, il a 4 mois pour faire son rapport. Pour faire son rapport. Et ces 4 mois, Mhm. si éventuellement il y a des problèmes ou des soucis, etc., il peut éventuellement demander une prolongation une seule fois, c'est-à-dire ça peut partir jusqu'à 8 mois. Et l'avantage de ça, c'est que pendant toute cette période-là, il n'y a plus d'intérêt bancaire. Les compteurs sont arrêtés. C'est important quand même. Oui, donc C'est important. oui, C'est important. oui. Il n'y a pas de saisie. C'est important parce que l'entreprise est sous la coupole du tribunal de commerce. Parce que vous savez, il y a des créanciers dès qu'ils ne sont pas payés, etc. Oui. Et là, il envoie des huissiers, il envoie un certain nombre de choses. Oui. Et ce n'est pas toujours agréable. Mais dans la procédure, effectivement, dans les procédures en question, il y a cette notion de créancier prioritaire. Non, mais ça, c'est les créanciers prioritaires, c'est quand il y a des choses à partager, à distribuer. Donc c'est un peu plus tard. Absolument. Quand Oui. il y a des choses à distribuer, bien sûr, on a des... par exemple, les banques, quand elles ont des hypothèques, elles sont prioritaires sur les biens sur lesquels elles ont des hypothèques. Et Oui. quand on vend des biens meubles, ce sont les salariés qui sont prioritaires, un fonds de commerce éventuellement, des meubles, ça, ce sont les salariés qui sont prioritaires. Oui. Vous savez que les gens, ils ont 1 mois pour déclarer leurs créances, et les salariés n'ont pas de délai pour déclarer leurs créances. Ça, Oui, parce que parfois, ils peuvent ne pas être au courant, parce que la lecture des bulletins officiels... Mais il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui ont comme bulletin officiel comme lecture de chevet le soir avant de dormir. Hein. Oui. Sinon, ça donne, ça donne des insomnies. Oui, je le dis. On n'est pas le bulletin officiel tous les soirs avant de dormir. Hein. Bon, je ne sais pas si certains ont l'espoir d'y lire de bonnes nouvelles, Mohamed Zougani. Bah, ça existe, Dieu merci. Même ça existe, même dans le bulletin officiel. Vous savez, moi, l'inconvénient des entreprises en redressement, en sauvegarde, c'est que parfois, moi, j'ai un cas d'une entreprise. Vous savez, on a bientôt la Coupe d'Afrique, en espérant que le Maroc, il va gagner, il va remporter cette Coupe-là. L'esprit auto-foot. Et même aujourd'hui, avec la finale, on espère, parce qu'au moins, ça fait rentrer de la joie dans le cœur des Marocains. Mais tout est à prendre. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, les entreprises en difficulté souffrent énormément. Je vais vous dire pourquoi. Quand ils veulent, par exemple, soumissionner un marché, j'ai le cas d'une entreprise, on leur demande l'accord du tribunal. Soumissionner, ça veut dire pas avoir le marché. Mais c'est relativement difficile. Pendant la période du Covid. Non, mais ce qui va, on y vient parce qu'il y a les avantages qu'on évoquait. Alors, les intérêts. Il y a le revers de la médaille aussi. Les intérêts sont suspendus et possiblement, bon, pour ce qui est des créances, on peut avoir ce délai de 5 ou 10 ans selon que ce soit une procédure de sauvegarde ou une procédure de redressement. Mais quand même, on est le mouton noir. On figure sur une liste et effectivement, on est le pelé, le galeux. Mohamed Zougani. Absolument, vous avez entièrement raison. Non, mais moi, je vis ça, c'est que malheureusement, une entreprise, dès qu'elle est en sauvegarde, vous savez que dès qu'elle est en sauvegarde, en redressement, malheureusement, toutes les lignes des banques s'arrêtent. On arrête les facilités bancaires, que ce soit sous forme de découvert, etc. Et le pire, c'est quand il y a une entreprise importante. Moi, j'ai le cas d'une entreprise importante qui soumissionne à des marchés relativement importants. Et vous savez, dans ces marchés-là, vous avez besoin de caution. Vous ne pouvez pas soumissionner un marché d'un certain nombre de dizaines de millions de dirhams sans avoir de caution. Et ces entreprises donc ne peuvent pas... Absolument, oui. Parce que même dans le... si on est en litige avec la banque ou qu'on tarde à la payer, effectivement, elle ne va pas délivrer ce document. Oui, mais ne tarde pas. La banque elle rentre dans un plan de remboursement, la banque et le reste. Oui. Mais en plus, il y a un jugement. Ça veut dire qu'on n'a pas décidé soi-même du plan de... Mais ce qu'il faut voir, à mon avis, cas par cas. Il ne faut pas généraliser. Parce qu'il y a des entreprises, malgré les difficultés, ils font pour réussir, ils font travailler les gens. Moi, j'ai une entreprise confection qui fait travailler 600 filles. Si vous renvoyez ces 600 filles, aucune aide. Voilà, aucune aide, parce que 600 filles qui travaillent pour la confection, ça fait, à mon avis, 600 familles derrière. Donc, il n'y a pas que le côté, parce que ces entreprises-là, il faut les voir cas par cas. Cette entreprise, elle travaille avec son propre argent. Et là, les lignes de découvert ont été arrêtées, etc. J'ai une autre entreprise qui fait, comme je viens de dire, des marchés relativement importants. Il est en train de se battre pour avoir des cautions. Parce que pour soumissionner, il faut avoir une caution bancaire. Oui. Vous ne pouvez pas. Et cette entreprise ne travaille pas qu'au Maroc, elle travaille aussi à l'étranger. Donc pas de caution bancaire pour ces entreprises. Oui, mais c'est un problème. Il faut voir le cas par cas. Si l'entreprise, vous savez, la banque, c'est quoi? C'est
sauver l'entreprise et faire gagner de l'argent à la banque aussi, parce que la banque ne fait pas ça par charité. Par charité. Non, mais c'est pas son argent non plus, c'est l'argent des gens qui l'ont déposé. Oui. Donc, absolument, quoique. C'est un huitième. Non, ce qu'il faut, c'est, à mon avis, voir cas par cas et ne pas généraliser. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est que malheureusement pour certains, l'entreprise en redressement, en sauvegarde, c'est le mouton noir. Et ça, c'est pas bien. Psychologiquement, c'est pas bon. Effectivement, oui. Si on met en place une loi... Si on apparaît dans une liste où on fait montre, effectivement, on apparaît comme étant faillible d'une certaine façon, ça attire entre guillemets d'autres difficultés. La difficulté fait apparaître des difficultés nouvelles. Mais ça dépend. Il y a des gens aussi que la difficulté leur permet de sursauter. Par exemple, à l'entreprise que je connaissais, il avait qu'un client qui faisait 80%. Moi, je lui dis la meilleure des solutions. Au-delà d'être syndic, je suis devenu un peu conseiller de l'entreprise pour sa continuité. Il a diversifié sa clientèle. Il a diversifié sa clientèle. Aujourd'hui, il n'a pas qu'un seul client, etc. Vous savez, même en matière d'audit, moi, quand je faisais de l'audit chez PricewaterhouseCoopers, quand on a un client qui fait 80-90%, on dit qu'il y a un risque d'audit. Parce qu'il suffit que ce client périclite, que l'entreprise derrière, c'est pour cela on recommande de diversifier, etc. Mais ça, ce sont des conseils à déléguer au chef d'entreprise. Mais parfois, le chef d'entreprise, le pauvre, il a la tête dans le guidon. Il n'a pas le temps. Il faut qu'il paye les fins du mois. Vous savez, les fins du mois, quand vous avez quand même une masse salariale relativement importante, c'est relativement... Donc, c'est bien toujours d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur et qui puisse éventuellement l'accompagner. Mais oui, mais il faut déléguer parce qu'il faut avoir aussi le temps de... Déléguer, contrôler. Hein. La confiance n'exclut pas le contrôle. Absolument. La formule consacrée. Absolument. Bon, on essaie d'être en contrôle. Il est 11h23, on va profiter de la respiration musicale et j'en bien sûr toujours ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions, c'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Je rappelle que notre émission se poursuit jusqu'à midi. Nous sommes avec notre invité Mohamed Zougani, nous sommes aussi avec un auditeur qui nous a contacté, Siouf, qui est avec nous de Casablanca. Bon, on va vous écouter, mais on va vous redonner la parole après les actualités. Mais je vous salue tout d'abord, Siouf. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à votre expert et merci pour cette émission, je dirais, très intéressante. Donc, merci j'ai une question par rapport à ça. Voilà. On est à votre écoute, Siouf. Voilà. Donc, moi, je pars du cas de redressement judiciaire. Lorsqu'on a une société, c'est surtout dans la relation banque-entreprise. Il y a une entreprise qui est passée en redressement judiciaire et qui a des concours bancaires avec la banque. Oui. Donc, à ce moment-là, est-ce que le gérant de cette entreprise a le droit de faire appel à la banque pour augmenter ses lignes de fonctionnement, de faire une aide, alors que la société elle est en situation de redressement judiciaire, ou bien c'est le syndic qui peut faire ça, tout en sachant qu'on est dans le cadre de cessation, je dirais, de paiement des créances auprès des bénéficiaires. Donc cette situation crée une certaine... c'est un état de conflit, aussi bien en interne avec, bien sûr, le commercial qui est dans le réseau et le conseil juridique qui ne peut pas se prononcer, et bien sûr, de l'autre côté, le client qui cherche à satisfaire son besoin sans avoir une visibilité sur celui qui doit agir au nom de la société en situation de redressement judiciaire. Voilà, la question, c'est par rapport à ça. Elle est très claire, votre question, Siouf, mais elle peut être aussi une question à tiroir. Donc, on va vous recontacter juste après les actualités, parce qu'il est 11h30 et on risquerait d'être redressé par rapport au retard constaté. Karim Droné est déjà avec nous à l'antenne et on vous recontacte dans quelques instants. Et j'en joins ceux qui ont des questions, bien entendu. Nous resterons à l'antenne jusqu'à midi. Vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission. Alors, on a laissé une question en suspens, Mohamed Zougani. C'était une question qui nous était soumise par Youssef par rapport effectivement à un cas précis, qui est un peu délicat. Je voyais que vous avez pris des notes parce que oui, il faut se souvenir des articles, mais il faut des articles de loi, mais également effectivement des questions des auditeurs, Mohamed Zougani. Donc bonjour, c'est Youssef. Merci pour votre question. Effectivement, parce que vous avez parlé des concours bancaires pour une entreprise en difficulté, c'est-à-dire qui a bénéficié d'un jugement de redressement judiciaire et de sauvegarde. Donc, quand on est en sauvegarde, ça veut dire que l'entreprise n'est pas en situation de cessation de paiement. Ça, c'est une négociation qui peut se faire avec la banque par rapport à ses facilités, à ses concours bancaires, etc. Malheureusement, quand on est en redressement judiciaire, l'expérience que j'ai, c'est que vous avez demandé d'augmenter les lignes. Il n'augmente pas les lignes, mais il arrête déjà les lignes qui est préexistantes. Ça veut dire que
Ça veut dire que tout arrête et ensuite, à partir de là, ils déclarent leurs créances au niveau du syndic qui est nommé par le tribunal et les concours bancaires s'arrêtent. Donc, il faut bien réfléchir avant d'aller vers cette procédure-là parce qu'aujourd'hui, pour certaines entreprises, sinon plus ces facilités. Ça, c'est le revers de la médaille. Absolument, sinon plus ces facilités, etc. Vous savez, les gens qui font de l'export, qui font un certain nombre de choses, etc. Donc, du jour au lendemain, ils se retrouvent. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien réfléchir avant d'entamer cette procédure de redressement ou de sauvegarde. Parce qu'ils vous disent que c'est une créance, d'abord, qui est figée d'une certaine manière, mais qui va être payée mais sur une période qui est arrêtée par le plan de continuité sur la base d'un jugement du tribunal de commerce. Par exemple, si on est en sauvegarde, ça peut être sur 5 ans. Si on est en redressement, ça peut y aller jusqu'à 10 ans. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est que vous, sur la déclaration de créance qui est faite par les banques, donc le syndic, en principe, devrait vous proposer ou mettre à votre disposition la déclaration de la banque. Et c'est à vous de voir, parce que est-ce que c'est vraiment la créance, etc. Et s'il y a des négociations à ce niveau-là, c'est au niveau de l'arrêté du montant de la créance. Et non pas des facilités. Malheureusement, à ma connaissance, en redressement judiciaire, dès que l'entreprise est en redressement judiciaire, les lignes sont arrêtées. Les lignes sont arrêtées, malheureusement. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments sur lesquels vous souhaitiez peut-être un éclairage, Youssef. Absolument, c'est un point crucial. Et c'est vrai que chaque procédure... Bon, je crois que la communication était interrompu avec l'auditeur. On va essayer peut-être de donner la parole à ceux qui la demandent et peut-être de répondre à d'autres questions. Nous resterons bien entendu à l'antenne jusqu'à midi, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors nous parlions effectivement des procédures de sauvegarde avant d'évoquer les procédures de redressement. Est-ce que c'est absolument la même architecture, c'est-à-dire parfois la sollicitation d'experts judiciaires, le fait de nommer un syndic, oui. Non, mais dès qu'il y a le jugement, il y a le syndic et le juge commissaire, systématiquement. Et le rôle, entre guillemets, du syndic, que ce soit dans la sauvegarde, dans le redressement, dans la liquidation, est-ce que c'est sensiblement différent? Non, mais c'est dans les deux cas de figure, que ce soit en sauvegarde ou en redressement, on lui donne déjà un délai de 4 mois pour préparer un rapport au tribunal, pour savoir si l'entreprise peut toujours bénéficier de la procédure de sauvegarde ou éventuellement, c'est en cessation de paiement, de la procédure de redressement judiciaire. Mais vous avez aussi des demandes qui sont refusées par le tribunal. Hein. Mais ça, j'entends bien. Parce que, Adam Proboul, parce que, comme on dit au tribunal... On essaie de sonder les intentions aussi. Bien sûr, parce que c'est pour ça que je vous avais dit tout à fait au début, on convoque quand même le chef d'entreprise, on lui demande pourquoi il voudrait quand même que son entreprise soit en redressement judiciaire, en sauvegarde, pour voir, il faut que le tribunal soit convaincu pour pouvoir éventuellement faire bénéficier l'entreprise de l'une de ces deux procédures. Oui, mais des fois on ne mesure pas les inconvénients auxquels on peut être confronté, le cas échéant, lorsqu'on est dans ces procédures de redressement, comme on vient de l'entendre, ou des procédures de sauvegarde. Il y a bien entendu un avantage évident, il y a des inconvénients qu'on n'envisage pas, et effectivement, il y a aussi un périmètre de responsabilité qui n'est pas toujours bien compris. Entre l'expertise, on a bien entendu, mais le rôle du syndic, sa relation avec le chef d'entreprise, Mohamed Zougani. Il faut quand même que ça... Vous savez, le syndic, comment ça se passe? Des entretiens, des échanges? Absolument, il faut absolument qu'ils soient... D'ailleurs, qui décide de quoi? Non, mais lui, il doit faire un rapport. Mais ce rapport, on ne peut pas le faire tout seul. Il le fait avec le chef d'entreprise. Et ensuite, on n'a pas parlé des contrôleurs, parce qu'il y a des gens qui peuvent être nommés contrôleurs dans cette procédure. Qui peuvent, pas nécessairement. Qui demandent, mais il existe dans les textes, dans le code de commerce. Donc, on a la possibilité d'avoir 3 contrôleurs. 3 contrôleurs, dans l'un des contrôleurs, soit d'une banque avec des hypothèques, etc. Moi, ce que je fais généralement, je prends un contrôleur qui a des hypothèques bancaires, un contrôleur des créanciers qui a recours à faire, et j'essaie toujours... Il n'y a pas le contrôleur du fisc, Mohamed Zougani. Là, le fisc n'a pas besoin de contrôleur. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'il a des intérêts. Non, mais c'est ça. Oui. Mais ça aussi, c'est un autre problème, parce que vous avez bien fait quand même de relever ce problème d'ATD. C'est qu'effectivement, moi, j'ai vu quand même des entreprises qui étaient en redressement judiciaire, en sauvegarde, qui ont eu des ATD. Donc, c'est pour cela que le problème des ATD, parce que quand l'entreprise est en redressement, elle est en difficulté. Quand elle est en sauvegarde, elle est en difficulté. Donc, à ce moment-là, c'est que c'est le juge commissaire, en principe, quand il y a des problèmes, cette entreprise peut ouvrir déjà un compte de redressement ou de sauvegarde.
l'avantage de ce compte-là ouvert par le tribunal n'est pas saisissable. Mais j'ai vu quand même certains comptes où il y a des ATD. Et pour l'instant, les gens s'adressent quand même au juge commissaire pour lever l'ATD. Mais j'ai vu malheureusement beaucoup de jugements ces derniers temps. Le juge commissaire, donc le jugement, c'est pas lever l'ATD, mais de dire que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour juger de l'ATD. Parce que c'est le coup de grâce. Non, mais on dit que s'agissant d'une créance publique, c'est au niveau du tribunal administratif qui doit trancher. Oui, donc donc la compétence juridique. Non, mais la compétence c'est plus du tribunal administratif parce qu'il y a un litige entre un particulier et l'administration. Ça j'entends bien. Je crois que l'auditeur si Youssef est avec nous encore une fois, peut-être y avait-il une réaction, un complément d'information que vous souhaitiez partager avec nous, si Youssef. Oui, bonjour. Moi, déjà, merci pour la réponse de notre expert. Sauf que là, je reste avec recherche de plus de clarté par rapport à ce volet-là, qui pose problème aujourd'hui dans la relation banque-entreprise. Mais de façon très simple. Bien sûr, j'ai noté qu'on est dans le cadre de situation de sauvegarde et très souvent, situation de cessation de paiement. Pour le banquier, la conception, je dirais une conception psychologique, lorsqu'on entend un redressement judiciaire, c'est que l'entreprise est en cessation de paiement. Alors, c'est un bénéfice que le tribunal donne à une société pour gérer mieux ses dettes auprès des fournisseurs. Moi, la question qui s'impose aujourd'hui, est-ce que la banque, dans le cadre de redressement judiciaire, a le droit de dénoncer de plein droit les concours de cette entreprise, de leur dire, voilà, aujourd'hui vous êtes en redressement judiciaire, de plein droit, je dois arrêter bien sûr le bénéfice des concours que vous avez aujourd'hui avec la banque. Et c'est des cas qu'on fréquente aujourd'hui dans le secteur bancaire et sur lesquels on n'a pas une visibilité du point de vue juridique. C'est pour ça que j'attends une réponse plus claire par rapport à ce volet-là de notre expert, bien sûr. Alors Mohamed Sougani. Oui, c'est Youssef, moi je vous parle en fonction de l'expérience que j'ai en tant que syndic, nommé par le tribunal des entreprises en difficulté. Je crois ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être pas au niveau des banques qu'il faut agir peut-être au niveau du groupement des banques, ou éventuellement au niveau de la Banque du Maroc, etc. Parce que effectivement, une entreprise, dès qu'elle est dans cette situation de redressement et même parfois en situation de sauvegarde, on ne lui tend pas la bouée de secours. La bouée de secours n'est pas tendue à ces entreprises. Vous savez, moi j'ai eu le cas d'entreprise. C'est plutôt le coup de grâce. Absolument, j'ai eu le cas d'entreprise qui marchait, qui avait 500 salariés, dont un certain nombre d'ingénieurs, une trentaine, etc. Et pendant la période de Covid, ils n'ont pas bénéficié des concours bancaires tels que Oxygène, etc. et autres, qui ont été mis à la disposition des entreprises pendant cette période-là. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut quand même que ces entreprises, on doit les aider, on doit de s'en sortir. Mais les aider, bien sûr, en étudiant les dossiers, etc. Moi, je ne vous cache pas que... Absolument, je vous cache pas que pour une entreprise, moi, justement, qui avait des difficultés de cette nature-là, pendant la période du Covid, moi, j'ai saisi même le médiateur bancaire pour qu'il puisse éventuellement faire un certain nombre de choses. Dans les textes, moi, je n'ai pas vu quelque chose qui interdit aux banquiers de continuer, etc. Mais dans les faits, malheureusement, ça se fait. Parce qu'ils vous disent que l'entreprise est en cessation de paiement. Et cessation de paiement, ça veut dire qu'il ne va pas payer les créances bancaires aussi. Hein. Donc, il vous dit, moi, je préfère limiter le dégât avec ce que j'ai aujourd'hui et aplanir la créance sur une période. Mais il y a des entreprises qui ont du mal à vivre sans concours bancaire parce qu'ils ont toujours travaillé avec des facilités bancaires, avec des facilités d'exportation, avec des facilités aussi de... Moi, ce que je disais tout à l'heure, une grande entreprise de la place, rien que pour soumissionner dans des marchés, j'ai deux cas. Il faut la caution. Il faut la caution bancaire pour ces entreprises. Quand vous dépassez quand même des marchés de dizaines de millions de dirhams, parmi les choses qu'on vous demande dès le début, c'est des cautions bancaires et c'est tout à fait normal pour eux. Et j'ai eu le cas d'une autre entreprise. Vous voyez, on est là à la veille de la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde et qui doit faire des choses pour... on parle d'aider les TPE, les TPME, etc. Et aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'aider ces entreprises à dépasser ce stade. Parce que sans concours bancaire, c'est difficile de continuer à travailler. Oui. Bon, donc là, moi, je dis c'est un petit peu c'est le coup de grâce. C'est ça le problème. C'est pas la bouée de sauvetage. C'est à l'inverse. Alors, on va essayer d'être respectueux des horaires. Je sais qu'il y a un auditeur qui souhaite prendre la parole. On va essayer de raccourcir la respiration musicale très rapidement et on donnera la parole à Sir Khalid dans quelques instants.
Et avec notre invité Mohamed Sougani, alors on va essayer de faire court parce qu'on risque d'être pressé par le temps. Il y a des auditeurs qui souhaitent s'exprimer. Je donne immédiatement la parole à Si Khalid de Rabat, d'après ce qu'on m'indique à l'instant. On est à votre écoute, Si Khalid. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Badar. Permettez-moi tout d'abord de vous se présenter. C'est plus précisément Maître Laouane Khalid, avocat au barreau de Rabat. Oui. Je voulais très bien vu l'intérêt que suscite votre émission déjà, pour laquelle j'admire personnellement. J'ai une admiration personnelle pour ça. Je suis parmi les fidèles. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On a besoin de chaleur par les temps qui courent. Je profite de l'occasion pour vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites et en plus pour passer un grand bonjour à mon ami et collègue Monsieur Tchougani. Merci C'est Khalid. Bonjour C'est Khalid et merci. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes aussi un avocat spécialiste des entreprises en difficulté. Voilà, vous avez travaillé sur le texte en amont avant qu'il arrive. Voilà, d'accord. Oui, merci, Monsieur Tchougani pour ça. Et aussi, je tiens à le souligner, je suis un ex-magistrat qui a vous êtes passé de l'autre côté, vous êtes passé de l'autre côté. De l'autre côté, ça fait quelques années d'ailleurs. Et c'est une matière, c'est une discipline déjà qui me tient beaucoup au corps et auquel je revêt un intérêt personnel, plus que professionnel. Donc, juste pour... j'aimerais bien apporter mon témoignage, si vous le permettez, bien sûr oui. Sur cette thématique. Et effectivement, le livre 5 du Code de commerce, qu'on a l'habitude de nommer le livre 5 sur les procédures des difficultés des entreprises, c'est une discipline très, 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 très intéressante sur le plan doctrinal, mais que pratique. C'est une discipline qui se fait, qu'on a l'habitude de classer comme une procédure relevant du droit économique plutôt que du droit commercial. Et du coup, parce que vu ses intérêts, il revêt des intérêts de taille énorme, que ce soit sur le plan économique et social. Il implique bien sûr des conséquences sur le plan aussi macro que micro des entreprises ou bien des secteurs d'activité. On a tous, par exemple, à l'esprit la vague, je parle sous le contrôle de Maître Tchougani, la vague des procédures de liquidation et de redressement, au moins qu'a connu le secteur, par exemple, de confection dans les années 90 et tout ça. C'est impliqué fortement que ce soit la main-d'œuvre spécialisée ou aussi le PIB, la balance internationale du Maroc dans les exportations qu'elle a suscité à l'époque. Le livre 5, à mon avis, c'est une procédure qui implique beaucoup d'intervenants. Déjà, c'est une procédure au Maroc qui est sous la coupole et la tutelle des tribunaux, de la justice commerciale. C'est une procédure qui est très, 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 très encadrée. On trouve pas mal d'organes de procédure ou bien d'agents intervenants. Il y a le tribunal, il y a le ministère public, il y a le syndic, il y a le juge commissaire. Il y a effectivement aussi les conciliateurs. En même temps, on peut, le cas échéant, avoir recours à des experts déterminés dans une spécialité quelconque. J'ai bien entendu que la discussion portait plus sur la procédure de sauvegarde parce qu'effectivement, c'est une parmi les grandes avancées qu'a connu la réglementation marocaine, vu la réforme qui a connu cette branche de droit en avril 2018 par le biais de la loi 73-17. Elle a intégré cette procédure qui ne se dans la configuration des procédures judiciaires au Maroc. Juste une précision, là j'apporte mon avis sur la matière, c'est que ce qui différencie essentiellement la procédure de sauvegarde de celle de sa jumelle, si on peut la qualifier ainsi, qui est le redressement, c'est cette fameuse notion comptable de cessation de paiement, de cessation de paiement, c'est-à-dire le tribunal ne peut choisir la sauvegarde vis-à-vis d'une entreprise que celle-ci n'est pas encore en cessation de paiement. Lorsqu'on parle de cessation de paiement, c'est-à-dire elle n'est pas encore dans la possibilité de faire face à son passif exigible et exigé par son actif disponible. Maître Tchougani vous
vous apporter beaucoup plus de détails sur le traitement comptable de cette notion. Ce qui caractérise aussi la sauvegarde, c'est que, à la différence de la liquidation et encore moins du redressement judiciaire, c'est que le chef d'entreprise, il garde les manettes de son entreprise entre les mains. C'est-à-dire, le syndic, là, il n'a qu'une mission que d'apporter son concours, son conseil, mais sur le rôle de l'avocat, l'avocat est prescripteur. Non, juste pour porter une précision par rapport. Bonjour, c'est Khalid, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Donc, disons que le chef d'entreprise reste chef d'entreprise, ou c'est bien en matière de sauvegarde que de redressement. Hein. Donc, sauf que si le tribunal a décidé que c'est le syndic qui gère, etc. etc. Mais d'une manière générale, le chef d'entreprise garde la main aussi bien en matière de redressement que de sauvegarde. Oui. Donc, c'était un témoignage intéressant si j'entends bien, mais en tout cas dans la pratique, je sais que si Aïssaoui souhaite également prendre la parole, parce qu'il nous reste 1 minute, alors on va peut-être saluer si Aïssaoui, remercier Khalid pour ses chaleureux commentaires, et effectivement, par le temps qu'il fait, tout est à prendre. Si Aïssaoui, bonjour à vous. Peut-être que la communication nous a fait défaut. Bon, de toute manière, le temps qui nous était imparti s'est écoulé. Alors, mais on me dit que si Aïssaoui, vous êtes encore avec nous à l'antenne. Alors, je vais faire une dernière tentative. Rebonjour, si Aïssaoui. Bon, ce sera notre tonalité de fin, Mohamed Tougani ce matin. Mais en tout cas, je sais que le message est passé, puisqu'il y a une communication au standard. Je salue par la même occasion Nadia qui prend les appels de l'autre côté. Donc, elle nous a fait parvenir les messages en question. Bon, ça va être notre mot de conclusion, Mohamed Tougani. Okay. Mais tu souhaiterais peut-être dire un mot Non, mais ce que je voudrais, c'est que quand on quand on demande ces procédures, il faut que le chef d'entreprise soit conscient des conséquences, aussi bien positives que négatives. Donc, c'est pas parce qu'on part demander un redressement judiciaire ou une procédure de sauvegarde qu'il y a d'abord des obligations du chef d'entreprise. Et il faut bien être conscient, parce qu'on parlait des banques, on parlait d'un certain nombre de choses. Il y a des avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Mais le revers de la médaille, il n'est pas interdit non plus de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. 11h57, on va se quitter sur ces mots. Je remercie Khalid pour ces messages chaleureux. On va se retrouver demain pour la dernière émission de la semaine. Excellente écoute sur notre antenne sur Atlantique. Merci. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.